Je pense en effet qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ce qu'on appelle des expériences de médiumnité fulgurantes. C'est-à-dire qu'à un moment, ce monde-là vient s'imprimer dans le nôtre à travers un rêve, une voix qu'on entend, plein de choses qui peuvent se manifester concrètement dans la matière, parce que ça arrive à beaucoup de personnes de vivre ces choses-là, à une majorité de personnes même, je dirais. Et de penser que c'est bon, ce qu'on appelle le troisième œil est ouvert. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'À la lumière des nombres, une émission de numérologie qui décrypte le parcours de ses invités à travers leurs thèmes. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir un chemin de vie 4, expression 4, et vous pourriez vous dire qu'avec de tels nombres, mon invité ne jure que par le cartésianisme. Pourtant, vous allez vous rendre compte qu'elle a su utiliser les vertus de son 4 pour aller sonder le monde de l'invisible comme personne. Fervente admiratrice du travail d'Alan Kardec, elle m'a toujours donné l'impression de marcher dans ses traces et j'ai l'immense plaisir de vous inviter à me rejoindre à la lumière des nombres d'Amélie Bonneval. Bonjour Alexandra. Bonjour Amélie, merci d'avoir accepté mon invitation. Je te rends un petit peu l'appareil, quelque part. Mais alors, les gens nous connaissent, les gens savent, pour ceux qui nous suivent l'une et l'autre, qu'on est amis, à la ville comme à la scène, j'ai envie de te dire. Et c'est pas parce que tu es mon amie que j'ai eu envie de t'inviter. J'ai eu envie de t'inviter parce que dans la structure de ton thème, il y a un nombre, justement, qui va un peu peut-être tordre le cou à certaines fausses croyances qu'on peut avoir sur le 4, puisque ton 4 à toi, franchement, je trouve qu'il sonde comme personne l'univers de la médiumnité. Et le travail d'investigation que tu fais sur le sujet m'a toujours assez époustouflée. Alors, je t'introduis comme ça, je te présente comme ça, mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Écoute, je suis gérante et co-animatrice de la chaîne YouTube Rayonnance TV. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais au quotidien ? Enfin, dis-nous, comment c'est venu en fait cet intérêt quelque part pour tout cet univers de l'invisible ? À partir du moment où on sait, moi je sais que tu n'étais pas du tout issue de cet univers-là, comment est-ce que le monde de l'invisible quelque part est venu t'attraper, si je puis dire ainsi ? Il est venu me percuter dans mon cartésianisme. Alors oui, je viens pas de cet univers-là, mais en même temps, j'y viens quelque part, puisque j'ai quand même eu des bases via ma famille. J'avais une grand-mère qui faisait le pendule, qui avait été voir médium et voyant, ma mère aussi. Ma mère a fait une expérience de mort imminente. Donc si tu veux, j'ai grandi avec ces récits-là. Après, j'ai un côté Saint Thomas. J'ai besoin de voir pour croire. Donc il a fallu, en effet, que ça vienne s'imprimer dans ma réalité terrestre. Tant que je suis pas percutée par ça, je valide pas par mes propres filtres. Et ça, c'est quelque chose qui m'accompagne encore dans le travail que je fais aujourd'hui. Ça peut paraître assez paradoxal, mais j'ai tout le temps besoin d'être bouleversée par la médiumnité pour y croire encore et toujours. C'est venu s'imposer à moi un beau jour de 2020. Oui, c'est ça. 2019. Tu vois, là, j'ai un doute sur la date. C'est pas bon avec une numérologue. Lorsque j'ai été réaliser ma première consultation avec une médium. Alors, j'y suis allée un petit peu, quelque part, peut-être avec une forme d'espoir et en même temps, sans attente aucune, en me disant, on va voir si ça fonctionne réellement. Et j'avais le besoin viscéral d'entrer en contact avec ma grand-mère et en effet, d'avoir la certitude qu'il y avait un après la vie. Et puis, elle m'a donné ce que Joël Pfeiffer appelle des détails qui tuent. Donc, ce sont des choses, des éléments, pas bateaux comme elle va bien, elle est dans la lumière. J'ai vraiment eu de la dentelle. Il y a même des choses que j'ai dû aller faire confirmer par ma mère après coup, que je n'avais même pas en tête. Donc, ça a même enlevé la piste du mentalisme. Mm-hmm. Donc, à partir de ce moment-là, tout a sauté. Tout a sauté et je me suis dit, mais il faut que je le partage avec le plus de monde possible et je pense que les gens vivraient leur vie autrement. Les amis, j'interromps juste quelques secondes ce programme pour vous donner une information importante puisque on va se retrouver très prochainement, en novembre précisément, dans 2 villes de France pour 2 week-ends en immersion totale. Ce sera à Lyon et à Lille au mois de novembre prochain. Vous allez passer donc 48 heures, 2 fois 48 heures, puisqu'il y a 2 week-ends, avec ceux et celles que vous aurez plaisir à retrouver et qui ont une expertise. Vous allez plonger dans un voyage chamanique, par exemple, avec Frédéric Barbet. Vous allez expérimenter aussi la puissance du breathwork. Vous allez apprendre à augmenter votre taux vibratoire, notamment avec la lithothérapie. Vous découvrir aussi à travers la numérologie et puis explorer les mémoires cachées de votre transgénéalogie avec des expériences absolument incroyables. Vraiment, je vous invite à être là. D'abord,
D'abord, ça nous fera plaisir de vous rencontrer et puis d'expérimenter tout cela en immersion totale pendant 48 heures. Ça s'appelle les Week-ends ABC Talk. Vous retrouvez toute l'actualité de ces deux villes, à Lyon et à Lille, sur abctalk.fr. Je compte sur vous. C'est dingue que tu dis ça parce que, tu vois, à ce moment-là, t'es en année, donc en 2019, t'es en année personnelle 1. Et le 1, c'est aussi le nouveau départ, mais le nouveau positionnement. Le 1, il marque aussi le renouveau dans le regard qu'on a sur le monde, sur les choses et sur les gens. Et toi, t'étais dans une année comme ça, dans une année assez stratégique pour te repositionner et justement faire ton expérience personnelle. Quand, à l'époque, tu vois, ta mère, ta grand-mère, enfin les gens de ta famille allaient voir des médiums, des voyants, des rebouteux, que sais-je, c'était quoi ton regard? T'étais un peu sceptique? Est-ce que tu les prenais un peu pour des personnes huluberlues? Est-ce que ça te semblait complètement loufoque? Est-ce que ça t'imprégnait? Est-ce que ça t'impactait? Est-ce que tu disais ça existe quand même? Ou tu disais non mais c'est une perte de temps? Je me doutais que ça pouvait exister puisque c'est des proches qui viennent t'en parler. Tu as quand même confiance en les membres de ta famille. Et surtout, il y a des prédictions qu'on m'avait données qui se sont réalisées et qui me concernaient. D'accord. Via les médiums qui ont pu être consultés. Donc oui, ça m'a interrogée, mais j'avais encore une fois besoin vraiment de l'expérimenter moi-même. De toute façon, je pense que tant qu'on n'expérimente pas, on peut nous raconter toutes les belles histoires de la Terre. C'est nous qui avons besoin d'être convaincus. Exactement. Mais je pense que ça, c'est très important et c'est primordial pour chacun de nous. C'est toujours faire l'expérience par son propre prisme. Ouais. Ça, je vous le dis souvent. Vous pouvez expérimenter, voir, ressentir tout ce que vous voulez à partir du moment où vous intégrez et vous ressentez dans votre vibration profonde ce qui est. Les portes, elles s'ouvrent. Alors oui, ton thème, il interpelle parce que moi, quand je regarde ton thème, et c'est drôle parce que tu vas me dire, bah oui, bon, je le sais, mais je me dis, elle est chemin de vie 4, elle est expression 4, elle est ressource 8. Donc le 4 en numérologie, c'est vraiment le nombre qui nous parle de cartésianisme, de travail, d'effort, d'ancrage, de restriction, de limitation dans la matière. Et moi, avec des noms pareils, je me dis, bah, elle doit travailler dans les finances, dans la banque, dans l'administration, dans le juridique. Voilà quand je te connais pas ce que je suis en droit de me dire. Et après, j'ai les autres nombres qui composent ton 4 qui m'interpellent. Parce que dans les autres nombres qui composent ton 4, j'ai des nombres que de spiritualité. J'ai du 7, du 9 et du 6. Tu vois. Donc, c'était quoi la vie d'Amélie Bonneval avant justement de s'ouvrir au monde de l'invisible et d'être percutée, comme tu le dis, de plein fouet par cette réalité? Bah justement, ça tape en plein dans ce que tu viens de dire. J'étais dans le domaine bancaire. Donc oui, un métier totalement différent de celui que je fais aujourd'hui. Et te rends compte, c'est quand tu as attaqué ton... Et alors c'est drôle parce que tu attaques un deuxième chapitre de vie en 2019. Et c'est quand même un chapitre qui vibre sur les énergies du 4. Donc dans ton 4, et c'est là où c'est bouleversant les amis, parce que je le dis toujours, les nombres d'aujourd'hui, la numérologie d'aujourd'hui, alors il y a la numérologie de Pythagore, etc., mais je trouve que la numérologie évolue avec son temps. C'est-à-dire que le 4 de nos grands-parents, c'est pas le 4 de maintenant. Donc toi, quand t'attaques ton cycle 4 avec ton chemin de vie 4 et ton nombre d'expression 4, tu t'investis corps et âme dans la numérologie, dans l'astrologie, la numérologie, l'invisible et tout ça. C'est assez dingue. Et ça met aussi en exergue que quelque part, tu t'es laissé imprégner par tes décors de vie. Puisque dans ton décor de vie, je retrouve le 7. Et le 7, c'est le nombre de la spiritualité. Et c'est là où je me dis que finalement, tu as quelque part un devoir assez important de te laisser imbiber, imprégner par ces énergies pour ensuite les diffuser. Est-ce que tu as cherché, est-ce que tu as su tout de suite que tu étais en train de toucher quelque chose de totalement différent de ce que tu connaissais avant? Ou est-ce que tu t'es laissé surprendre par cette vague de synchronicité, de tout ce qui a pu se mettre en place et qui a transformé ta vision de la vie sur l'invisible et sur quelque part ce que le 4 réfute de prime abord dans son essence? Je dirais que ça s'est fait par palier. Je suis une éternelle chercheuse de vérité et j'ai besoin vraiment de faire le tour de quelque chose. Et ça aussi, ça a été une forme de deuil pour moi dans mon travail, c'est de me dire que je pourrais jamais faire le tour de tout ça. Et que c'est le chemin, finalement, qui est le plus intéressant là-dedans. Mais je pense quand même qu'on peut avoir quelques pistes de réflexion. On peut quand même arriver à quelque chose. On peut soulever des points communs là-dedans. Moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est d'apporter de la structure
à quelque chose qui peut sembler parfois un peu déstructuré. Et à quel point, quel impact ça a en fait dans notre vie d'être humain et comment on peut grandir et évoluer grâce à ça. Exactement. Mais ça, tu vois, ce qui est bien, c'est que quelque part, tu pars dans une approche du monde invisible qui est pas du tout perchée, qui est bien ancrée. Et j'ai souvent eu cette expérience-là de voir que les chercheurs de vérité, en fait, les chercheurs un peu métaphysiques, souvent c'est des 4, des 7. Alors il n'y a pas que ça, hein, mais il y a finalement de plus en plus de 4, de 7 qui s'investissent là-dedans. Et les 4, en fait, ils font un boulot assez exceptionnel. C'est-à-dire que on dit souvent en numérologie, oui, les nombres de la médiumnité, etc., c'est beaucoup les 11, les 33, les 9, les 7. Oui, il n'y a pas que. Mais je vais peut-être davantage faire confiance à un médium qui a du 4 ou du 22 parce qu'il a un ancrage et il part sur des bases saines et solides, j'ai presque envie de dire. Alors, non pas que les autres ne partent pas sur des bases saines et solides, mais il y a dans la structure du 4 un tel besoin d'ancrage de tangible que je pense que finalement, c'est un très bon propulseur pour aller voir et sonder ce qui est insondable. Et il y a encore le 4 qui revient dans tes énergies, Amélie, ça c'est dingue. Parce que je crois savoir que tu as découvert le travail, l'existence d'un certain Allan Kardec en 2022. Donc finalement, c'est pas si vieux que ça. Non. Ça fait que 2 ans. Et tu sais quoi ? À ce moment-là, tu étais en année 4. Et souvent, je le dis, dans les années personnelles qui sont en corrélation avec notre chemin de vie, donc par exemple, si vous êtes chemin de vie 1 et qu'il y a des événements qui arrivent en année personnelle 1, si vous êtes chemin de vie 7, qu'il y a des événements qui arrivent en année personnelle 7, c'est des rencontres clés de destin. Et la rencontre avec Allan Kardec, donc moi j'ai un peu assisté à cette rencontre, entre guillemets, de ta découverte. T'es témoin privilégié, on peut le dire. Et en fait, moi, quand j'ai vu ça, j'ai su qu'il se passait quelque chose. Je savais pas trop ce que ça allait donner, mais j'ai su qu'il se passait vraiment quelque chose. Alors raconte cet engouement, cet enthousiasme, et qu'est-ce que la découverte de son travail t'a apporté dans ta vision justement de l'au-delà ? Il y a eu une pré-rencontre avec Allan Kardec, puisqu'en fait j'avais acheté son livre justement quand je me suis ouverte au questionnement sur les mondes subtils. C'était quand ça ? C'était en 2019 ? Ouh là là, est-ce que je pourrais encore te citer là ? Ouais, ça devait être 2019-2020. Peut-être que je l'ai acheté en début d'année après. J'ai plus exactement la date en tête. Et j'avais acheté le livre des médiums. Je l'avais lu et je l'avais posé sur ma table de chevet. Et il n'y avait pas eu d'impact vraiment ? Il y avait eu un premier impact, mais pas. Il n'y a pas eu ce second souffle qui arrivait derrière, si tu veux. Et je me rappelle, j'avais déjà commencé mon travail sur rayonnance. Je regarde ce livre dans ma chambre et je me dis, je sais pas, il y a un truc qui va se passer avec Allan Kardec. Mais c'était de l'ordre de l'intuition, en fait, tu vois, du ressenti. Je sais pas pourquoi. Voilà, je sens qu'il y a un truc qui va se passer, mais c'est pas quelque chose que j'ai cherché, tu vois, à mettre en exergue. Et en fait, pour raconter l'histoire telle qu'elle est, un jour, on se retrouve donc toutes les deux chez toi. Et on se dit, on va se regarder, hein, pour une fois, choisir un bon film. T'avais bien choisi. Non, parce qu'Alexandra, elle est spécialiste pour choisir les films qu'il faut pas choisir et qui font que le soir, vous ne pouvez pas dormir. Voilà. Et donc, ce soir-là, on se met un docu sur la vie d'Allan Kardec. Et en fait, je suis percutée par plusieurs choses à ce moment-là. Par son approche, par sa manière de faire, par son travail de synthèse, par aussi son côté très structuré. Le fait qu'il ait référencé ces différentes formes de médiumnité, je trouve que ça leur a permis aussi d'être cadrés. Ça, pour moi, c'est vraiment toujours important de cadrer. Et le personnage, sa philosophie, parce que pour moi, la spiritualité, ça reste une philosophie de vie, plus qu'un art de vivre à proprement parler. Et donc tout ça, c'est venu me questionner encore plus. Et donc, quand je suis rentrée chez moi, j'ai relu le livre des esprits, j'ai relu les livres des médiums, j'ai acheté d'autres livres d'Allan Kardec. J'ai aussi lu sa biographie puisque j'avais besoin de comprendre qui il était. Et c'est vrai que, a posteriori, je me suis beaucoup retrouvée dans sa structure mentale, en fait, dans sa psyché, dans sa manière d'aborder les choses. Il y a eu quelque chose qui s'est fait. Alors, est-ce que c'est une synchronicité ou pas ? Sa femme s'appelait Amélie. Ah, c'est drôle, ouais. Tu vois, ouais, ça, je me rappelle de ça aussi. Amélie Gabriel. Ah, ça, je me rappelais pas. Oh, c'est drôle. Tu vois, comme quoi, des fois, l'univers, en fait, il t'envoie vers quelque chose
vers un artiste, vers un auteur, vers quelqu'un, pour avoir une clé, un puzzle de ta... Enfin, ouais, une clé essentielle pour le puzzle de ta vie. Et pour moi, sincèrement, je pense que c'est cet événement-là qui a donné lieu à la rédaction de ce livre, lorsque l'au-delà se manifeste dans vos vies. Alors, justement, je pense pas que tu l'aies conscientisé comme ça, mais pour moi, ça a été flagrant. Quelque part, tu t'es complètement voué corps et âme à une enquête sur le monde de l'au-delà, sur le monde de l'invisible, un peu à sa manière, comme si tu avais éduqué, comme si tu avais transmis quelque chose depuis l'autre monde, une manière de faire et une manière d'apprendre. Alors, comment tu appréhendes les médiums d'aujourd'hui? C'est quoi ta synthèse? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ça? Après avoir rédigé ce livre, dans les expériences que tu as au quotidien, puisque on se parle souvent, je sais que des fois, tu as des calls, des rendez-vous. C'est quoi ta vision de la médiumnité d'aujourd'hui? Et ce serait quoi ton conseil pour les gens? Alors, il y a 2 choses. La première, c'est que c'est super chouette, parce que la médiumnité est rentrée dans le paysage audiovisuel, littéraire. On en parle beaucoup plus qu'avant, c'est beaucoup plus ouvert. D'ailleurs, quand on en parle autour de soi, je trouve que, et ça fait très peu de temps finalement que ça a évolué comme ça, je trouve qu'il y a eu un switch. On n'est plus pris pour quelqu'un d'un peu perché ou d'un peu fou. En fait, même des personnes qui n'y croient pas forcément vont quand même s'interroger, vont pas rejeter tout de suite la chose. Et je pense que c'est lié à ça, justement, au fait que on parle de plus en plus couramment de la médiumnité et qu'elle soit de plus en plus mise sur le devant de la scène. Par contre, le versant de tout ça, c'est que du coup, on trouve de tout et de n'importe quoi. Et le terme médium, en fait, aujourd'hui, il est devenu complètement galvaudé. Et c'est pas forcément fait avec de mauvaises intentions pour les personnes qui se disent médium et qui le sont pas. Je pense qu'il y a parfois, on se trompe en fait sur ce que ça sous-entend, la médiumnité. Alors évidemment, chacun a sa propre vision des choses. Pour certains, médium, ça veut simplement dire rentrer en contact avec les mondes subtils, peu importe quelle est l'entité, quelle est la personne, entre guillemets, avec qui on est mis en communication. Pour moi, il faut recadrer les choses justement à la manière d'Alan Kardec. Évidemment, ça a évolué depuis le 19e siècle. Aujourd'hui, la médiumnité se manifeste d'autres manières. Quand je vois le travail, par exemple, que fait l'IFRES, où ils arrivent à capturer à travers la fumée et l'eau des visages de défunts avec des vraies photographies. Évidemment, on n'est plus au 19e siècle, table tournante, coups dans les murs, on est dans d'autres formes de manifestations. Donc je pense qu'il y a aussi un lexique à refaire. Mais malgré tout, et c'est aussi pour ça que je fais le travail que je fais et que j'enquête autant et que j'ai besoin d'éprouver aussi les médiums, c'est-à-dire de faire des séances avec eux pour valider leurs compétences médiumniques, en tout cas à travers mes propres filtres. C'est pour justement protéger des éventuels charlatans qui sont pas toujours conscients qu'ils le sont. Et ça, c'est toi qui est venu m'apporter ça, qui m'a fait comprendre ça en tous les cas. C'est que je pense en effet qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ce qu'on appelle des expériences de médiumnité fulgurantes, c'est-à-dire qu'à un moment, ce monde-là vient s'imprimer dans le nôtre à travers un rêve, une voix qu'on entend, plein de choses qui peuvent se manifester concrètement dans la matière, parce que ça arrive à beaucoup de personnes de vivre ces choses-là, une majorité de personnes même, je dirais, et de penser que c'est bon, ce qu'on appelle le 3e œil est ouvert. Et alors là, c'est pas les mondes subtils qui sont en contact avec ces personnes-là, c'est simplement leur mental qui tourne et qui leur font croire que ce sont des messages. C'est drôle parce que tu vois, regarde, les nombres de ton thème, ils me montrent... Alors, moi, je te connais, vraiment, on se connaît bien. T'es une de mes meilleures amies. Donc voilà, je suis hyper transparente avec vous. Mais en réétudiant ton thème pour l'émission, j'ai découvert d'autres facettes de ta personnalité. C'est vrai. Déjà, je n'avais pas vu ce besoin criant de vérité et de liberté chez toi. Il y a un besoin de démocratiser. Et il pourrait presque y avoir un côté chez toi, presque anarchiste, à monter sur les barricades, à vouloir défendre l'ordre et l'intégrité. Mais ça, c'est ton 9 qui est dans un de tes décors de vie, qui se marie après, qui passe le relais à ton 7. Le 9, c'est celui qui nous parle du langage universel, qui ouvre quelque part sur quelque chose de quantique et de cosmique. Et le 7, c'est le chercheur, quoi. Et ton 7, il est issu du 25. Donc ça, c'est assez dingue. C'est être libre à la fois dans les choix, dans la dualité, et faire les expériences très extrêmes de la vie. Aujourd'hui, quel est le plus beau cadeau que l'au-delà t'ait donné? Et quelle est la plus grande épreuve
la chose la plus difficile que tu aies eu à traverser et où tu as ressenti l'au-delà à tes côtés? Je crois que le plus grand cadeau de l'au-delà, c'est justement cette certitude qui m'est tout être personnelle, qu'il y a une vie après la mort. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est pas descriptible parce que c'est de l'ordre de la foi. C'est de l'ordre de la foi, exactement. Et ça, tu vois, regarde, cette certitude, tu l'as eue au moment où tu es rentré dans ton décor de vie, ton deuxième décor de vie, qui est le 7. Et le 7, c'est le nombre de la foi. Et de l'inspiration. De la connaissance intrinsèque. Exactement. Et ça vient tout bouleverser à ce moment-là. Notre propre conception de la vie. On vit plus la vie de la même manière quand on sait qu'il y a un après. Ça développe une certaine philosophie de vie. Il y a un espèce de changement de paradigme qui s'opère. Et ça se manifeste de différentes manières selon les personnes. Mais les personnes que je connais qui ont eu cette certitude qui est venue s'imprimer en eux ne vivent plus leur vie de la même manière. En tout cas, dans la façon dont ils ont d'appréhender le monde et le regard qu'ils ont sur leur action. Et là, on n'est pas dans cette notion de paradis et d'enfer. Hein. On en a quelque chose de beaucoup plus responsabilisant. Oui, exactement. En fait, c'est quel souffle je donne à ma vie, quelle direction je lui donne, comment je peux évoluer, comment je peux transcender. Et ça vient réveiller ce truc incroyable qui est la résilience aussi. Exactement. Ta plus belle expérience médiumnique, c'est quoi? C'est dur de mettre un échelon là-dedans. Ça serait dur de choisir, de faire un top en fait de mes plus belles expériences médiumniques, mais si quand même. J'en ai eu plusieurs et ça s'est passé dans les rêves. Ah. C'est même pas à travers des médiums, c'est vraiment comment moi tu vois comment moi je l'ai vécu, comment j'ai pu avoir un aperçu de tout ça en fait. Est-ce que tu veux bien nous raconter? Écoute, j'ai fait des rêves prémonitoires avec mes défunts. Oh, ouais, mais oui, enfin moi je suis convaincue. Et en fait, c'est toi qui m'as donné aussi cette idée-là, c'est d'avoir un carnet de synchronicité. Donc je les note dans un petit carnet quand je sens vraiment que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, tu vois. Je note pas forcément tous mes rêves, mais quand je rêve de mon défunt, qu'il y a quelque chose qui se passe vraiment, tu vois, où je sens que il y a une suite après ça, il y a quelque chose. À ce moment-là, oui, je le note et ça m'est arrivé par exemple de faire des rêves conscients, dans lesquels, notamment un où j'avais vu mon grand-père et c'était la veille, en me couchant, je disais justement que oui, j'ai cette certitude de la survivance de l'âme à la mort physique, mais malheureusement, j'aurais plus le contact physique. Et ça, c'est évidemment une autre idée du deuil. Une fois qu'on est sûr de tout ça, mais il nous manque quand même, je trouve, le contact physique, l'odeur, le toucher et toutes ces choses-là, en fait, qui s'évanouissent aussi dans ce même temps. Et là, je vois mon grand-père en train de faire un barbecue. Et je sais que je suis en train de rêver. Et je lui dis, mais grand-père, je suis en train de rêver, donc je sais que c'est pas toi, enfin, c'est pas possible, et machin. Et il me regarde, et tu vois, il y avait un truc dans ses yeux. Et ça, c'est justement quelque chose sur lequel je suis en train d'enquêter aussi. Tu vas nous en parler. La puissance du regard dans la communication des défunts. Et il me dit, tu crois, avec sa voix, tu sais, puis son air un petit peu joyeux, tu crois vraiment que on peut pas se prendre dans les bras, on peut pas se toucher? Et là, il me prend dans les bras. Et je te jure, Alex, j'ai vraiment senti la pression de ses bras. Je l'ai senti, ce câlin. Il existait vraiment, mais oui. Tu vois. Et je me suis réveillée, rien que d'en parler, là, tu vois, c'est bouleversant. Et il est déjà venu se manifester plusieurs fois avec ma grand-mère. Et parfois, ça a été prémonitoire. C'est-à-dire que l'événement qui m'avait été montré, s'est produit quelques jours plus tard. Notamment une opération. Tu vois, alors que j'avais pas de problème. J'avais aucun problème physique. Je vois que je vais me faire opérer. Je me vois me réveiller en salle de réveil. Et en effet, 3 jours plus tard, j'étais hospitalisée. C'est dingue, ouais. Non, mais ça, c'est vraiment, pour moi, c'est des rêves, mais pour moi, c'est des micro-voyages astraux. Oui. Parce que, donc, dans ce qui m'a été permis de comprendre, c'est une partie de ton enveloppe, une partie, c'est un de tes corps éthériques qui se détache et qui va au contact du corps éthérique, de l'âme du défunt. Ça, c'est assez fort. Trop chouette. Tu nous parlais des yeux tout à l'heure. Ouais. Tu crois à la réincarnation ou pas? Évidemment. Je dis évidemment comme si c'était une grande vérité acceptée par tous, mais oui, j'y crois. Parce que par rapport aux yeux, moi j'avais eu une info aussi. Oui. Qu'on pouvait reconnaître quelqu'un, un ancêtre,
qui était maintenant en passe de se réincarner, à travers le regard. Ouais. Alors du coup, tu nous disais que c'était un peu ton sujet de prédilection maintenant. De toute façon, je pense que ton sujet de prédilection, c'est la médiumnité et que t'as pas fini d'enquêter sur le sujet. Je te vois pas abandonner, enfin, je te vois pas arrêter, je te vois pas abandonner ça. Est-ce que tu as d'autres projets? Mais c'est quoi du coup les projets d'Amélie Bonneval dans son année personnelle 6 et bientôt dans son année personnelle 7? Bah justement, c'est de continuer à mettre en lumière ces mondes-là, continuer à enquêter, à trouver des ponts communs, parfois justement des différences, le rendre accessible à tous et au-delà du pur enseignement, de la chose un peu philosophique aussi, comment ça s'imprime dans ta matière et qu'est-ce que tu peux en faire. Voilà, comment tu peux agir concrètement avec ça. Ça, c'est important pour moi. Comment ça nous aide réellement dans notre quotidien. Parce que je trouve que c'est très beau hein, de fantasmer un petit peu tout ça, d'être bercé par ça comme un conte de fées, mais en fait, pour moi, il faut aussi qu'on passe à l'action. Ah ouais, c'est sûr. Et c'est hyper important parce que sinon, bah, on reste dans notre petite vie telle qu'elle est et on peut recevoir tous les messages du ciel, entendre toutes les prédictions de la Terre. Si tu bouges pas de ton canapé, il t'arrivera rien. De toute façon, je m'attendais à un tel discours, entre guillemets, en bon 4 que tu es, tu vois. Et c'est vrai que dans l'énergie de ton 4, il y a aussi ce besoin et cet appel de comprendre, d'aller enquêter. Mais finalement, le secret de ton âme à toi, c'est la diffusion. C'est la diffusion et c'est aussi la capacité, ça je pense que c'est quelque chose que tu auras toujours, en fait, à détecter les talents. Tu as vraiment un truc là-dessus. Tu as une vraie capacité à percevoir comme si tu étais presque, je sais pas, un annuaire à toi toute seule, tu vois. J'ai l'impression que tu es dans la perspective d'engranger, d'enquêter énormément sur et de capitaliser beaucoup d'informations pour en faire après quelque chose de grandiose, quoi. Quitte à ouvrir, je sais pas, une espèce, peut-être pas d'école ou d'académie, mais pas loin. Tu vois, il y a vraiment ça dans ton énergie. Est-ce que tu as déjà eu des expériences médiumniques traumatisantes ou qui t'ont totalement désappointé? Oui, ça m'est arrivé puisque je fais passer des entretiens préalables aux médiums que je reçois sur Rayonnance TV pour justement, comme je l'expliquais précédemment, être validée par mes propres filtres que oui, en effet, ils sont bien en communication avec les mondes subtils. Et là-dedans, bah, à chaque fois, comme je le dis, on peut... Ça m'est arrivé d'entendre, t'as de la chance, toi, t'es en communication souvent avec des médiums, tu dois avoir pas mal de messages. Oui, mais c'est une prise de risque aussi du quotidien, parce que c'est mon équilibre mental que je mets en jeu à chaque fois. Parce que recevoir un message de l'au-delà, c'est pas anodin. Parfois, il y a des choses auxquelles on s'attend pas qui sortent. Il y a des messages que des défunts peuvent nous amener. Parfois, je tombe aussi sur des médiums qui n'en sont pas, qui interprètent mal. Parce qu'il y a aussi différentes formes de manifestation de la médiumnité à chaque médium. Donc, par exemple, une image qui va arriver par flash, il y a une idée d'interprétation que quelqu'un comme toi qui peut entendre n'a pas. Donc forcément, ça peut biaiser en fait la nature du message. Et au-delà de ça, bah, parfois je tombe et ça m'arrive de refuser des personnes parce que, en effet, elles n'ont pas les capacités qu'elles annoncent. Et parfois, ça m'est arrivé d'avoir des messages assez violents sur mon avenir. Attention, à telle date, il va t'arriver tel truc. Ça va être dur. Et de le garder en tête. Et tout le travail que j'ai, c'est aussi de... Mais ce travail-là, je le fais aussi pour éviter ces méandres aux personnes qui pourraient consulter. Ouais. Tu vois, t'es un peu un garde-fou quelque part. Ouais, c'est un peu mon projet aussi. Et c'est là où c'est de mettre en avant des personnes qui sont vraiment aidantes et qui sont vraiment douées de ces capacités-là pour pouvoir aider. Mais forcément, je me fais le filtre de ça. C'est évident. Et c'est là où quelque part ta ressource 8 ressurgit et où elle se met en harmonie avec ton 4. Il y a un côté assez protecteur et un peu garde-fou. Tu vois, assez structurant. Est-ce qu'il y a des choses que tu t'es empêché de faire dans ta vie parce que tel ou tel médium t'avait dit ceci ou cela? Oui. Je suis tombée dans quasiment tous les pièges de la médiumnité, je pense. C'est quoi les pièges de la médiumnité aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? À ton regard, à ton sens. Bah, remettre son pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. Ne pas avoir de discernement. Ne pas faire son propre discernement concernant sa propre vie. Moi, je dirais que c'est le piège principal, c'est celui-ci. Et puis de se laisser compter, bercer par des beaux messages, sans arriver à voir, et encore une fois, on est toujours dans le discernement,
est-ce qu'il y a un sens véritable à tout ça? Est-ce que ça nous impacte réellement au lieu de juste de glorifier? En fait, le médium, ça aussi, je suis tombée là-dedans. La glorification. D'accord. Parce que... Qu'est-ce que tu entends par là? C'est-à-dire de le mettre sur un piédestal parce qu'il a capté un membre de ma famille que j'aimais, parce que il est en connexion avec l'au-delà, de me dire que c'est un être exceptionnel. Et ça, j'ai appris que c'était pas le cas, en fait. Et c'est pour ça que je te dis, je suis tombée un petit peu dans tous les pièges que peut comporter la médiumnité, être accro aussi à des séances médium. C'est presque comme une addiction à des jeux. Hein. Ah, mais complètement. Et puis ne plus vivre sa vie pour soi, vivre à travers ça. Et donc, ça a pas duré longtemps. Ça a été pendant ma phase de découverte, justement. Mais ça m'a tellement impactée que je me suis dit que ça aussi, il fallait que j'alerte là-dessus. Et finalement, c'est une bonne chose que ça me soit arrivé. Ça me permet aujourd'hui d'en parler et vraiment, faites attention les gars avec ça, quoi. Oh, non, mais je te rejoins tout à fait là-dessus. Aujourd'hui, quand tu as des coups durs, des désillusions, est-ce que tu as envie de savoir ou est-ce que tu te fais davantage confiance? Quelles sont tes ressources? Quels sont tes leviers de résilience quand il y a des difficultés maintenant? Alors non, je vais pas consulter un médium ou une voyante pour savoir qu'est-ce que ça va donner par la suite, parce que comme je te disais, j'ai vraiment envie de faire travailler l'impulsion de la mise en action, en fait, tu vois. Donc je vais aller vraiment me reconnecter à mon humanité, parce que je pense que c'est ça aussi le truc, c'est que nous sommes des êtres spirituels, mais nous sommes avant tout des êtres humains. Et donc cette expérience qui nous est donnée de vivre, c'est dans la matière qu'elle se passe. Et ça, c'est très important de le garder en tête, parce que il y a des choses... oui, on peut être aidé. Par contre, tu vois, tout ce que tu m'apprends, par exemple, en numérologie, ça m'aide concrètement. Ce que je peux apprendre en astrologie, sur moi, sur justement mes forces et mes faiblesses, entre guillemets, ça m'aide aussi à mettre en action, parce que là, je sais sur quoi tu vois, ça me donne des bases un petit peu pour m'appuyer, pour avancer. Mais j'ai pas besoin nécessairement de recevoir un message. Je fais vraiment travailler mon humanité en premier. Ouais. Non, mais de toute façon, c'est important. Après, en bon cadre, je m'attendais une nouvelle fois à un tel discours. Et alors, on va conclure, Amélie. Mais avant de conclure, enfin avant qu'on se quitte pour aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler de ce livre, Lorsque l'au-delà se manifeste dans nos vies? Comment c'est venu, finalement? Comment t'as su que c'était le livre, le premier livre à sortir, enfin pour toi? Ça a été une évidence. J'ai commencé à écrire et c'est un peu parti tout seul. Et puis je voulais quelque chose, je voulais un livre aidant, en fait. Je voulais que ça s'adresse à tous les publics aussi. Et je voulais parler des coulisses de la médiumnité sur plusieurs niveaux, en m'appuyant sur le témoignage de plusieurs médiums. Et d'ailleurs, encore une fois, je les remercie parce qu'ils se sont vraiment confiés sans langue de bois. Tu en fais partie des 6 médiums de ce livre que j'ai interrogé. Vous êtes des personnalités tellement différentes. Votre médiumnité se manifeste à vous de manière tellement... il y a une pluralité incroyable dans vos modes de réception. Il y a dans votre mécanique de réception, que j'ai trouvé aussi fabuleuse, dans vos personnalités. Et donc pour moi, ça permettait aussi de parler de médiumnité, mais à travers plusieurs prismes, tu vois, sur plusieurs niveaux. Et oui, de pousser aussi l'enquête sur comment ça peut nous aider concrètement, comment se manifeste la médiumnité dans nos vies, quel est son intérêt. Et puis ça s'adresse à tout public. Voilà, donc c'était important pour moi d'avoir un livre base. Trop chouette. Est-ce que justement ton investissement dans ce travail pour découvrir les coulisses de l'au-delà t'a permis aujourd'hui de répondre à plusieurs énigmes de ta vie, et peut-être, est-ce qu'il y a encore une énigme qu'on pourrait éclairer à la lumière des nombres? Je sais pas si c'est venu comme s'il y a une révélation, tu vois, en particulier. Je crois pas, je crois que ça vient... Il y a tellement de choses, en fait, qui sont en jeu. C'est des petits rouages. T'arrives pas forcément à définir le truc, mais t'es plus tout à fait le même. Ouais. Le déclic, pour toi, c'est vraiment cette année 2019?
Il y a eu plusieurs déclics. Et ils se font dans le temps, en fait. Ça a été le premier gros déclic, tu vois, ça a un peu été le Big Bang, on va dire. Mais des fois, j'ai des petites pluies de météorites. Ouais, trop chouette. Je te laisse le mot de la fin, Amélie, avant qu'on se quitte. Ok. Écoutez, merci déjà, Alexandra, pour ton invitation. Merci à BC Talk et faites-vous confiance. Gardez la foi. Et quand je parle de foi, je parle pas juste de foi de manière très spirituelle, tu vois, très haute. C'est vraiment la foi que la vie, en fait, elle vous veut pas de mal. Et que parfois, on est obligé de passer par des épreuves extrêmement complexes. Mais qu'au bout, vraiment, il y a la lumière d'un phare. Ça, j'en suis persuadée. Merci Amélie, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Et restez connectés sur ABC Talk. Au revoir.